Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat, de Sud Radio et de la presse quotidienne régionale. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Lagarde. Bonjour, vous êtes président de l'UDI et député maire de Drancy. Jean-Christophe Lagarde, grève à la SNCF, c'est le 8e jour. Vous êtes maire de Drancy, je le disais il y a une seconde. Un Transilien sur deux seulement fonctionne. Vous, c'est le RER B qui a des soucis. Il y a un projet d'accord sur la table. Sudrail le refuse. La CGT a réservé sa réponse. Comment vous expliquez cette situation ce matin de blocage ? D'abord, elle est extrêmement pénible pour les usagers. Dans une ville comme la mienne, 80% de la population travaille à l'extérieur de la commune. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de moyens de transport, hélas. On est en train de se battre pour en obtenir. Mais quand on bloque les Transiliens, ça veut dire qu'on prive des gens, souvent précaires dans leur travail, souvent qui risquent de perdre leur boulot s'ils n'arrivent pas suffisamment régulièrement au travail. On les prive du seul moyen qu'ils ont d'accéder à leur travail. Et c'est vrai que plus personne ne comprend rien. Alors on dit comment j'explique la situation. Moi, je voudrais qu'on profite de cet instant pour réfléchir un peu. Je trouve invraisemblable l'imprévoyance du gouvernement. Il y a 3 choses qui étaient connues. Il y avait la loi travail qu'ils ont voulu pousser, qu'ils ont vidé de sa substance à la première pancarte de manifestation. Maintenant, on est dans une espèce de combat symbolique, mais finalement, cette loi est si vide qu'il n'y a pas grand intérêt. Il y avait une négociation qui, depuis plus d'1 an, avait lieu à la SNCF parce que cette entreprise est en danger. Elle est en danger parce qu'elle est très lourdement endettée, parce qu'elle doit investir fortement dans ses infrastructures pour éviter des catastrophes comme à Brétigny, et parce qu'elle doit améliorer sa rentabilité. Elle est en déficit régulier. Cette négociation, elle existait. Et on est venu télescoper, entre guillemets, la loi travail et la négociation. Et puis, on savait qu'il y avait l'euro. Et donc, le gouvernement s'est mis dans un entonnoir fou, où il a dû abandonner en réalité toute substance à la loi travail, abandonner toute perspective pour la SNCF de pouvoir se redresser, et en même temps pris en otage par l'euro. Et alors même qu'il y a un accord... Où on en est aujourd'hui, puisqu'on est à 2 jours de l'euro, est-ce qu'il vaut mieux, je caricature un peu, mais donner satisfaction a priori aux revendications des syndicats pour protéger l'euro, puisqu'on est à 2 jours, ou est-ce qu'il faut tenir bon et faire preuve d'autorité comme le dit le gouvernement ? Je crois que c'est quasiment trop tard. D'abord, ils ont déjà donné satisfaction à tout ce que demandaient les syndicalistes. On est encore dans un combat symbolique, un combat politique qui d'ailleurs marque une fracture à gauche. Cette gauche radicale, on va illustrer par la CGT ou le Parti communiste, et puis une gauche qui essaye de s'adapter à une culture de gouvernement, même si je pense qu'ils ont quand même pas mal de difficultés là-dedans. Ces 2 gauches sont en train de s'affronter. Et au milieu de ça, les Français, les usagers du Transilien, les usagers de la SNCF, mais aussi ceux et celles qui veulent dans leur entreprise travailler. Le gouvernement a lâché sur 2 fronts en fait, à la SNCF, en tordant le bras de Guillaume Pepy, le PDG. Les cheminots conservent finalement tous leurs avantages et leurs conditions de travail. Et il a lâché aussi auprès des contrôleurs aériens plus de 5% d'augmentation pour qu'ils renoncent à faire grève là pendant l'euro. Donc que pensez-vous de la méthode du gouvernement qui finalement lâche mais n'obtient rien ? Je pense que la méthode Hollande va être un jour enseignée dans les écoles de sciences politiques. Finalement, c'est toujours la même chose. On part avec un projet de loi peu préparé, mal discuté. On parle beaucoup et on lâche tout, in fine, au moment crucial. Le président de la République a cessé de gouverner notre pays. D'ailleurs, je crois qu'il n'en a plus les moyens. A cessé de gouverner notre pays. Il n'est plus que candidat à sa réélection. Et donc, il laisse des bombes à retardement permanentes. La SNCF, qui est une bombe à retardement, parce que si elle ne redevient pas... d'ailleurs dire aujourd'hui qu'on reprend, enfin l'exécutif, le gouvernement pourrait reprendre une partie de la dette de la SNCF. Ça veut dire que ce sont des milliards d'euros que l'État va reprendre à sa charge plutôt qu'à la charge de la SNCF, pour avoir contenté les syndicalistes qui sont en grève, et notamment les syndicalistes de la CGT. C'est quand même, reconnaissez-le, un échec dramatique. Mais la SNCF, EDF, le budget de l'État dont on vient d'engager des dépenses successives pour satisfaire les enseignants, pour satisfaire les étudiants, pour satisfaire telle ou telle catégorie. Ce sont des cadeaux fiscaux 10 milliards. Cadeaux à l'approche des élections ? 10 milliards d'euros en 2017. On nous dit, cette année, M. Sapin nous disait, on a réduit le déficit de 15 milliards. C'est pas vrai. Le déficit 2015 a été réduit de 300 millions. Ça veut dire que ce sont des cadeaux. Non, mais Jean-Christophe Lagarde, ce sont des cadeaux qui sont faits à crédit et qui reposeront, dont la dette reposeront bien évidemment, sur la nouvelle majorité en 2007. Non seulement il n'a pas réduit le déficit, contrairement à ce qu'il dit, c'est ce que je vous explique, c'est pas 15 milliards, c'est 300 millions. Et en plus, il est en train de refiler la facture de ces manœuvres électoralistes, il est en train de les refiler au futur pouvoir.
Voilà. L'euro et les fan zones, vous êtes maire d'une ville de banlieue, Drancy, donc ça veut dire que beaucoup de supporters ne vont pas forcément aller au Stade de France. Vous êtes pour les fan zones en soi? Écoutez, nous, je suis maire en Seine-Saint-Denis et nous avons été sollicités par la préfecture pour savoir si nous souhaitions organiser une fan zone. Mais dans le même temps, on nous demande, et c'est normal, et c'est plus important sans doute, de sécuriser les écoles, les lieux publics, les marchés, les supermarchés. On ne peut pas tout faire. Et moi, j'ai décidé qu'on n'organiserait pas de fan zone. Bien sûr, ça gâche un petit peu la fête. On doit le faire en famille, entre amis, parfois dans des clubs sportifs, ils le font entre eux. Mais nous n'avons pas, en tout cas chez moi, nous n'avons pas les moyens d'assurer la sécurité de ces fan zones en même temps que le reste. La menace terroriste demeure. Je pense que c'est un risque qu'il n'aurait pas fallu... Donc la fan zone, par exemple, du Champ de Mars à Paris, vous êtes contre? Je pense que c'est un risque qu'il n'aurait pas fallu prendre. On passe à la loi travail. Le texte vient au Sénat le 13 juin. Quelle doit être l'attitude des centristes au Sénat? Je rappelle que vous présidez le parti centriste. Doit-il coller à la réécriture du texte comme le veulent les républicains du Sénat? C'est une vraie question qui se pose. Je ne crois pas que notre rôle soit la réécriture du texte, mais disons les choses clairement. Le gouvernement avait un texte initial au mois de février et nous avions dit que nous étions prêts à voter ce texte. Donc rétablir le texte dans la volonté initiale du gouvernement, pourquoi pas? Si ça n'est pas le cas, vous seriez favorable à une nouvelle motion de censure quand le texte va venir en deuxième lecture à l'Assemblée? Bon, on va voir le texte tel qu'il sera retenu, mais nous avons porté une première motion de censure, nous porterons une deuxième motion de censure si nécessaire, évidemment. Alors il y a un sujet pour vous, les centristes, justement, avec ouverture ou pas à la discussion, c'est avec Nicolas Sarkozy, puisqu'il ne veut réserver aucune circonscription pour les centristes de l'UDI pour les législatives de 2017, sauf bien sûr quand il y a un centriste sortant. Est-ce normal que les circonscriptions à gagner ne soient pas négociées entre les centristes et les républicains, d'après vous? Mais vous avez remarqué que nous avons refusé d'adhérer, de participer à la primaire de la droite, à la primaire des Républicains. Donc vous n'appelez plus ça Oui, primaire de la droite et du centre? Mais c'est Pour vous qui c'est avez la appelé primaire de la ça. droite. Comment est-ce que ce serait la primaire du centre sans le centre? Expliquez-moi un peu. Deuxièmement, nous avons compris une chose, c'est qu'il y a un problème de leadership chez les Républicains. Ils sont en train de choisir leur chef. Et donc, nous discuterons avec le chef qui se seront choisis. Nicolas Sarkozy, qui vraisemblablement, d'après ce que j'entends, sera candidat à cette fonction de chef des Républicains, de leadership, de candidat à l'élection présidentielle, dit ce qu'il en pense, j'en prends acte. Ça tombe bien parce qu'il se trouve que pour nous, il y a aujourd'hui environ 350 circonscriptions qui sont détenues par la gauche et par l'extrême droite. Nous présentons et nous préparons des candidats dans les 350 circonscriptions. Aucun des députés sortants aujourd'hui de l'opposition ne nous semble avoir démérité. On n'a donc pas vocation à présenter des candidats UDI contre les sortants républicains, mais lorsque les sortants ne se représenteront pas, au cas par cas, on verra quel est le meilleur candidat pour pouvoir se présenter. Ça veut dire que vous ne voterez pas, vous, à la primaire de la droite, puisque vous appelez ça primaire de la droite? À titre personnel, ça n'est que la primaire de la droite. Vous irez voter Une ou pas? primaire, monsieur Leclerc, une primaire qui est organisée exclusivement par les Républicains, pardon, ça s'appelle la primaire de la droite. Mais je vais revenir sur... Vous resterez chez vous? Moi, je n'irai pas voter. Je ne veux pas être tenu, alors je n'interdis à personne de le faire, il y a des tas de gens qui ont envie de s'exprimer, même dans mon parti politique. Mais la seule chose, c'est que je ne veux pas être tenu par le résultat d'une élection qui ne permet pas la construction d'une coalition. Je crois que nous aurons besoin non seulement de la construction d'une coalition, parce que le parti unique qu'on a connu de 2002 à 2012, on ne peut pas dire que ça a été une réussite et que les Français aspirent à ce que ça recommence. Et deuxième chose, je crois que nous aurons besoin aussi de renouvellement, entre guillemets, des comportements politiques et des alliances politiques. Au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle, il y aurait besoin de construire des majorités plus larges, franchissant les frontières habituelles, avec des gens qui, peut-être d'ailleurs, ont participé à l'actuel gouvernement, mais qui ont envie que les choses bougent en France. Pour pouvoir réformer, c'était votre question tout à l'heure, il faut des majorités plus larges. Il ne faut pas des majorités étriquées, restreintes sur son camp et sectarisées. Une chance que vous soyez vous-même candidat aux élections présidentielles. Bah écoutez, j'attends d'abord de voir si on peut construire cette coalition, et si ça n'est pas le cas, on assumera notre différence. Donc vous pourriez être candidat. On assumera notre différence. Donc vous pourriez être candidat. On assumera notre différence, vous pouvez le répéter autant que vous voulez.